Bienvenue dans ce nouvel épisode des Bâtisseurs. Aujourd'hui, je suis avec Dalibor Nikolovski. Salut Dali. Salut Richard. Alors, j'ai toujours maintenant des petites introductions sur mes intervenants, parce que je trouve ça intéressant. Et aujourd'hui, donc, je reçois Dali, un entrepreneur dont le parcours casse tous les codes. Il est français. Depuis 18 ans, il vit en Chine et à Shanghai. En 2007, tu débarques là-bas. Tu ne parles pas un mot de chinois. Tu n'as pas de réseau, de guanxi, comme on dit. Tu n'as pas de plan. Tout ce que tu as, c'est une conviction. L'énergie solaire va changer le monde et la Chine est l'endroit où ça se construit. Avec ton associé Alex Zhang, tu fondes EcoGreen Energy en 2008. Au début, c'était un peu du trading, de la négoce, si j'ai bien compris, du négoce de panneaux solaires. Pas très glamour quand même. Mais tous les deux, vous allez construire quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs négligent. C'est un réseau de distribution mondial. Pays par pays, distributeur par distributeur. 7 ans plus tard, en 2015, vous passez à l'étape suivante. Vous construisez votre propre usine, puis la deuxième. Aujourd'hui, EcoGreen Energy, c'est plus de 3 gigawatts installés. Je dis 3 gigawatts installés, honnêtement, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Tu vas nous expliquer tout ça. Des modules présents dans plus de 75 pays, 120 distributeurs, plus de 30 brevets. Le tout, ça tu vas m'expliquer un peu comment tu as fait, sans avoir levé un centime auprès d'investisseurs. Et ce qui m'intéresse, Dali, c'est pas le solaire, et pas seulement le solaire, c'est aussi ton parcours, le parcours d'un gars qui a bâti une industrie mondiale en partant de zéro à 10 000 km de chez lui. Dans un pays où les codes sont complètement différents des nôtres et où tu as tout appris. C'est une très belle leçon d'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, moi, je suis ravi de t'avoir dans les Bâtisseurs. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup, Richard. Et merci pour cette belle introduction, en tout cas. Bah, écoute, Dali, moi, je commence souvent aussi... Alors, on va parcourir tout ça. Moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est est-ce que tu peux te présenter ? D'accord. Donc, Dali Nikolovski, 42 ans, papa de 2 enfants, très important pour moi, un garçon et une fille. D'accord. Qui vit maintenant depuis plus de 18 ans en Chine, parti de rien, qui vient de la banlieue parisienne, avec des parents immigrés, et donc qui a construit plusieurs entreprises ou empires. Bien sûr dans le solaire, j'ai aussi gardé une entreprise de négoce qui fait plus de l'alimentaire, qui fait aussi un joli chiffre d'affaires, et aussi dédié à la French Tech de Shanghai, où j'aide les entrepreneurs et je l'espère les licornes de demain. Donc maintenant je partage un peu ce savoir. Ok. Que j'ai accumulé à travers mon expérience, mes réussites et mes échecs. Et voilà, donc c'est comme ça que je me présenterai. Et quelqu'un qui est toujours curieux et passionné par la découverte, par les nouveautés et par le dialogue avec les gens pour apprendre d'autres nouvelles choses. Donc c'est comme ça que je me présenterai simplement. Ok, ma première question, Dali, c'est qu'est-ce que tu allais faire en Chine ? Carrément, qu'est-ce que t'allais faire là-bas ? Et je dis ça, alors, ouais. Ce qui est marrant, c'est, on en parlait juste avant. En fait, moi, j'ai vécu en Chine. Il est arrivé à Pékin en 2007. Moi, j'ai vécu en Chine en 2005 et 2006. D'accord. Et donc, on en parlait juste un petit peu, mais en fait, on n'y va jamais par hasard en Chine. Enfin, qu'est-ce que t'allais faire là-bas, tu vois ? En fait, moi, c'était plus dans un contexte de fin d'études, en master. Et on disait, il y a le dernier stage de fin d'année. C'est vrai que j'ai eu une opportunité à ce moment-là d'aller chez France Télécom pour faire le réseau un peu international ou... Le Orange Business Service. Orange Business Service. C'est pas vrai. Exactement. Oh là là, ok. Ou de faire autre chose. Et à un moment, je lisais le PIB de la Chine, qui était à peu près à 13%. Donc 3e ou 2e au monde. Ok, et je me disais, 13% mais pourquoi par rapport au PIB mondial. Exactement. Okay. Et je me disais, mais... Comment ça se fait alors que nous, en France, on est content dès qu'on a 3% de PIB à cette époque-là. Ah oui, il parlait de croissance, ouais. Exactement. Okay. Et je me disais, tout est made in China, le PIB est assez fort. Allez, je vais aller en Chine. Ok. Et
Et donc, je me suis dit, je veux faire ce que personne n'a fait. Et c'est vrai que dans mon école, personne n'était allé en Chine. C'est vrai? Personne n'est allé en Chine? Personne, personne. Ok. Donc, tout le monde a décidé donc plus des pays européens ou les States. Et donc, j'ai dit, je vais aller en Chine. Et je suis arrivé à Pékin pour mon premier stage, qui était dans l'agroalimentaire aussi, et où j'ai commencé comme responsable export pour les pays francophones. Et voilà. Et après, donc, tu as continué là-bas? Voilà, j'ai continué en fait. Je suis revenu en France pour faire mon mémoire de fin d'année, faire la présentation, d'ailleurs que j'avais réussi facilement. Et après, le patron m'avait embauché en me disant, avec le travail que tu as fourni, ton investissement, je veux que tu reviennes et travailles pour moi à plein temps. C'était un patron, c'était qui? C'était un Belge, c'était un patron. Ouais, c'était un patron belge. C'était pour Orange ou pour le truc d'agricole? Non, c'est le truc agroalimentaire. Agroalimentaire, ok. Donc c'était un patron donc pour une entreprise chinoise ou une entreprise locale, internationale, pardon. Locale, une entreprise locale, mais lui il était patron belge et il voulait que je revienne travailler parce que justement, il avait que des employés chinois. Et donc quand il m'a vu, il m'a dit enfin quelqu'un avec qui je peux me comprendre, parce qu'il y avait vraiment des grosses différences de culture, de communication. Que même lui n'arrivait pas à comprendre. Sentir ou à comprendre. Voilà, donc quand il m'a vu arriver et qu'il a vu que j'arrivais à m'adapter, à travailler vite, il a voulu que je revienne et c'est ce qui s'était passé, Ok, donc ça c'est première partie, tu restes quoi, quelques années dedans ou... Un an à peine. Un an à peine. Un an à peine, oui. Après, tu dois monter peut-être une boîte, parce qu'on a toujours envie de monter une boîte à Pékin, en Chine. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... et on parlait de mon partenaire. Mon partenaire, en fait, c'est celui que j'ai formé lorsque je suis revenu en France pour mon mémoire. Donc Alex pour reprendre ma place. Donc je l'avais formé à la vente et tout, et il est devenu super vendeur. Et quand je suis revenu en Chine, j'ai été son directeur. Et à un moment, malgré la façon dont j'étais dédié pour la boîte, je faisais des 9h, 21h, le patron reconnaissait plus ou moins ça, mais il travaillait avec sa femme qui était, elle, locale. Et elle n'aimait pas trop que je prenne du galon, que je commence à... Oui, puis après, tu as peut-être envie d'autre chose. Alors, exactement. Donc ça s'est fini de façon correcte. Et c'est là que la personne que j'avais formée, Alex, m'a dit mais Dali, c'est quoi ton idée? Pourquoi on ne ferait pas une boîte? Mais je n'étais pas dans cette idée-là, si tu veux. Donc, c'est ça qui est intéressant. Des fois, l'entrepreneuriat, ça ne vient pas de toi, ça vient aussi des autres. Bien sûr. Et là, j'ai dit, tu sais, en école de commerce, il fallait présenter des projets. Et moi, mon projet, c'était le solaire. D'accord. Et c'était un de mes projets qui me plaisait, qui me tenait à cœur, parce que j'ai toujours su que l'énergie allait être quelque chose d'important, quelque chose dont on aurait tous de plus en plus besoin, surtout à cette époque-là, avec l'automatisation. En quelle année, là? On est en 2010, 2008. 2008 Ok, en 2008, D'accord. Et pourquoi le solaire? Qu'est-ce qu'il fait? Tu vois, tu parlais d'énergie, tu parlais de robotisation, c'est quoi tu sais, quand tu es jeune, tu as envie de travailler dans quelque chose de nouveau. D'accord. Et c'est vrai que le solaire, c'était quelque chose de nouveau. Alors, ce qui est marrant, j'expliquais aux gens, c'est que moi, quand je me suis lancé dans le solaire, je faisais prof. C'est-à-dire, je devais éduquer les gens en disant, bon, je vous explique, le solaire, c'est vrai, ça marche. Et ils ne comprenaient pas ça, donc j'étais dans une forme d'éducation plutôt que de la vente. Donc j'essaie de... Et ça prenait beaucoup de temps. Ça prenait énormément de temps, mais comme c'était nouveau et pas beaucoup de concurrence, tu arrivais à faire des bonnes marges et à réussir dans ton business. Donc j'étais là, je vous explique comment ça marche. Mais non, c'est pas vrai, ça marche pas le solaire, puis c'est trop cher. C'était extrêmement cher à ce moment-là. Mais j'étais malin de targeter les pays qui étaient dans le besoin. Aujourd'hui, on sait que le solaire, c'est un levier économique pour des investissements. Mais à l'époque, moi, j'allais surtout viser les pays en voie de développement. Donc des pays d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie, etc. Où il y avait énormément de coupures de solaire. Et en targetant ces pays-là, là où les Chinois, ils essayaient forcément de vendre plus aux pays développés, je réussissais à me faire un nom et à faire mes premières ventes facilement. Donc, j'ai juste loupé une petite étape, c'est à quel moment vous vous êtes dit, ok, on va à Shanghai où on se met ensemble et on fait du trading, c'est ça, de panneaux solaires? On a commencé à Pékin. D'accord. Donc, on a arrêté de travailler dans l'ancienne entreprise. On a arrêté à Pékin et puis on était dans l'appart à se regarder les yeux dans les yeux. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'accord.
Et donc, j'ai dit, bah, moi, j'ai toujours voulu faire du solaire. Ok. Et donc, c'est parti comme ça. Et c'est parti comme ça. C'est qui votre premier fournisseur? Parce que vous vendiez des panneaux solaires, c'est ça? Ouais, c'était des panneaux solaires, puis après, c'était des lampadaires solaires, puis des systèmes solaires. Donc, on s'adaptait parce que, tu sais, t'as rien à manger, il faut que tu t'adaptes vite à la demande. Et c'est ce que je disais, à un moment, il me restait plus que 3 euros par jour pour manger. Quand je mangeais les nouilles instantanées, tu sais. Ah, les nouilles instantanées, ouais. Et donc, on devait vite s'adapter et voir ce qui allait se vendre le plus sur le marché. Parce qu'à l'époque, le solaire, c'était tellement nouveau que les gens ils disaient, mais qu'est-ce que je fais avec un panneau solaire? D'accord. Ils disent, moi, si j'achète, il me faut le truc complet. Ah bah oui. La solution complète. Moi, le panneau solaire, pour moi, c'est une table. Donc c'était ça le gros challenge à cette époque. Okay. Donc on devait vendre la batterie, les câbles, soit les lampes, soit l'inverteur qui permet donc de mettre des prises et tout ça. Okay. Donc c'est là où on a dû se développer. Parle-moi de ton premier client. Premier client qui travaille encore avec nous. Ah bah vas-y, parle-moi de ce premier client. C'est mon premier client, c'est Monsieur Pierrot du Togo. D'accord. Donc c'est un client. Mais comment t'as trouvé un client comme ça quand t'es basé à Pékin en 2008, tu vois, sur des panneaux solaires? Explique-moi. Bah écoute, c'est un client qui importait pas mal de choses, donc des couches, de la sauce tomate. Tu connaissais ou pas déjà ce monsieur? Non, je le connaissais pas. D'accord. Donc j'ai fait les pages jaunes. Ok. J'ai fait les pages jaunes et tout, et je regardais importateur et tout ça, parce qu'à l'époque, en 2008, on avait. Ouais, il y avait pas tout ça. Il y avait pas tout ça. Voilà, exactement. Et donc, page jaune, et je commence à appeler un par un. Et lui, il était intéressé, il était curieux comme moi. Donc, oui, explique-moi, et comment, ici. Et il avait aussi, il l'a toujours, il a un hôtel, et il me dit, mais j'ai ma route, mais j'ai pas de lumière, en fait. Donc, c'est dangereux le soir, aussi bien pour les employés que pour les touristes. Bah, écoute, moi, j'ai des lampadaires solaires. Comme ça. D'accord. Donc, je l'ai écouté, et c'est lui qui m'a dit, et donc, je me suis adapté tout de suite à sa demande. Et ça a pris du temps. Donc c'était marrant parce qu'il m'appelait à 2-3 heures du matin et moi je répondais parce que t'as la faim, quoi. Bien sûr. Tu veux ton client, donc mon téléphone était à côté de mon lit et dès qu'il m'appelait, oui monsieur Pierrot, qu'est-ce qu'il vous faut et tout ça. Et donc, au bout de 3-4 mois de conversation, il est venu me voir en Chine. D'accord. Alors il savait, et ce qui était bien, c'est qu'il savait que j'avais pas mon usine. Donc je l'emmenais dans les usines et il me disait... moi, ce qui compte, c'est pas que tu es l'usine, c'est que tu fasses un travail sérieux. C'est sur toi que j'investis. Super. Donc, c'est super, mais c'était stressant aussi. Ouais. Donc, tu te dis, je peux pas me louper. Et donc, j'ai montré. Et il m'a dit, d'accord. Sauf que... Si tu veux faire venir le lampadaire au Togo derrière. Donc, après, si tu veux, je lui ai dit, il faut prépayer et tout. Il m'a dit, ok, le paiement, tu l'auras demain. Et j'ai vraiment une belle histoire par rapport à ça. C'est que le soir, on devait aller manger ensemble, et tu sais, quand quelqu'un vient, c'est à toi de l'inviter. Oui. Mais sauf qu'il ne nous restait pas beaucoup d'argent. il devait nous rester à peine $200-300 et tout. Et on l'emmène manger, et je lui dis, qu'est-ce que vous voulez manger? Il me dit, j'aimerais bien manger du homard. Et j'étais là. donc on a utilisé le dernier argent, et mon partenaire me dit, t'es sûr? Je dis, oui, j'en suis sûr, je suis certain, je sais qu'il va acheter, t'en fais pas. Et il dit, écoute, il ne nous reste plus rien. Donc, demain, s'il ne paye pas, ça y est, c'est fini pour nous. Et on a mangé. Et le lendemain, on va à l'hôtel. Il me dit, écoute, ramène le contrat, je le signe. Et cette semaine, tu auras le paiement. D'accord. Et puis, mon partenaire, il n'y croyait pas trop. On avait fait un pari un peu marrant. Il l'a perdu. Donc, on a reçu le paiement 2 jours après. Super. Et premier conteneur donc, de lampadaires solaires, que je suis même allé moi-même inspecter et faire le chargement du conteneur. D'accord. Pour être sûr que tout soit bien fait et qu'il revienne ravi. Et quand ça arrivait, il était très heureux. Et combien de lampadaires? Tu te souviens ou pas? En tout, on a dû faire 5000 lampadaires. Ah oui. Ah ouais. Ah, super. Ouais. Ah super. Ah ouais, donc ça a été... ça allait... Avec lui, avec Pierrot? Avec Pierrot. Juste avec Pierrot, après on a fait avec oui, après bien sûr avec d'autres. Ah oui, super. Et aujourd'hui, avec Pierrot, par exemple... il continue, donc on commence à faire des stations avec des stockages de batteries industrielles. D'accord. Et on a même... Alors, il a fait une usine de production de poissons, de rivière. Il est incroyable, ce Pierrot. Je l'adore. Et on a construit un frigo ensemble. D'accord. Au Togo. Donc, on a construit un frigo énorme pour qu'il garde le poisson dans de bonnes conditions.
Ok. Et maintenant, même l'État le recommande Ok. pour tous les besoins locaux. Super. Très belle histoire. Ouais, écoute. Et qui dure. C'est mais magnifique. Donc, il est client chez toi depuis 15 ans, 20 ans même 17 ans maintenant. Ouais, 17 ans, ouais. Donc, voilà. Mais ce qui est bien, c'est que, et je dis toujours aux gens, c'est, sans être donneur de leçons, mais les gens investissent sur vous d'abord, avant le produit ou l'entreprise. Donc, c'est important de se donner à fond. Parce que qu'on soit même le vendeur dans la boîte, c'est là où on a toutes nos chances. Et c'est ce que reconnaît la personne. Au final, le business, c'est d'une personne, une autre personne, c'est tout. Entièrement d'accord. Donc, voilà. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et grâce à lui, à chaque fois, je parle de lui. Ok. Et il regarde et me dit, mais non, t'inquiète pas, c'est un travail qu'on a fait ensemble et tout. Donc, il est très sobre, très simple, mais c'est une personne qui a donné sa chance. Ok. Et donc là, c'est le début de EcoGreen, c'est ça? Oui. Et donc, donc vous commencez avec des lampadaires, j'imagine des panneaux solaires. Oui. Et c'est quoi un peu les étapes que vous avez, tu vois, qui vous amènent après, tu vois, à vous poser des questions, tu vois? Donc, vous commencez par de la négoce, c'est ça? Et puis après, vous bougez à Shanghai, c'est ça? Oui. Non, on bouge à Nanton. Pourquoi vous bougez à Nanton? Proche des usines? Parce qu'il y avait plus d'usines et parce que mon partenaire venait de Nanton, donc il avait des accès. Ok. Si tu veux, on n'avait pas l'appart à payer, parce que ça aussi, ça coûtait cher à Pékin. Et puis, il y avait d'accès à plus de producteurs. Nanton, c'est dans la province du Jiangsu, qui est à 1 heure de Shanghai. Et c'était une zone vachement dynamique, économique, parce que Pékin, c'est plus la capitale. Et, c'est plus politique. Voilà, politique, culturelle et tout. Et donc voilà, on a décidé, moi j'ai décidé surtout de sortir ma zone de confort parce que j'adore Pékin et j'adorais beaucoup Pékin. Et donc, à partir dans une ville qui était en voie de développement où on te montrait du doigt parce qu'il n'y avait pas d'étrangers en fait. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça en Chine. Ouais. Et c'est vrai que voilà, je me suis mis ce nouveau challenge en plus. Ok. Mais bon, les lois étaient moins chères. Les emplois étaient plus abordables aussi, donc voilà. Okay. Et c'est comme ça que les premiers sons, là, on les a réinjectés tout de suite dans la location d'un bureau et à embaucher plein d'employés. Voilà, D'accord. C'est ce qu'on a donc fait. Là, vous faites du trading, vous arrivez à... C'est quoi? Parle-nous un peu de chiffres, tu vois. La première année, on devait être à 300 000, on n'était pas énormément. Okay. La deuxième année, on était monté à 1 million. Et puis petit à petit, voilà, ça faisait que d'augmenter. Là, tu parles en euros, là, c'est ça? En dollars. En dollars. Ok, très bien. Ok. Et juste, alors, donc vous faites du trading, donc c'est quoi les produits? Il y a panneaux solaires, lampadaires et système solaire, voilà. Ok, c'est typiquement, je sais que moi j'ai une partie de mes origines en Afrique de l'Est, c'est typiquement les douches solaires, c'est ça à peu près? Alors ça c'est le chauffe-eau solaire. C'est chauffe-eau solaire, ouais, ça existe. Alors ça, on en faisait un peu, okay. Alors pourquoi on n'en faisait pas beaucoup? Parce que comme c'est volumineux, tu peux pas en mettre beaucoup dans un conteneur. D'accord, donc le gain est très peu, si tu n'es pas un producteur, tu gagnes très peu. On l'a fait un peu, j'ai même une photo de moi... quand j'avais à peine 25 ans. Mais c'était très petit et puis c'était un petit business, quoi. Ok, ça marche. Mais donc on a dit panneaux, lampadaires, puis après tu disais... Système solaire. Alors, système solaire, c'est quoi? Ça veut dire que tu as le système complet, donc panneaux solaires, batterie, inverteur. Ok. Donc prêt à être utilisé dans la maison. Donc ça, c'est juste... Après, tu as une prise, c'est ça? Voilà, exactement. Une prise de 220, c'est ça? Exactement. Donc là, c'est vraiment, tu as le kit. Ouais, voilà. Que moi, je peux commander... Alors, je peux commander où? Aujourd'hui, je commande sur Internet, c'est ça? Voilà. Ou peut-être à l'époque, je sais pas, mais en tout cas, à l'époque... Vous avez les importateurs. Donc voilà, c'était les importateurs qui géraient ça. Ouais. Donc, en tout cas, l'idée, c'était de se dire, j'ai un système que je mets sur mon toit de ma maison. Derrière, j'ai un câble... qui est raccordé à une batterie ou à un inverteur, c'est ça? Exactement. Et ensuite, ça m'alimente ma maison, voilà. Quand il n'y a plus d'électricité, en tout cas, ça prend le relais. Et quand il y en a, est-ce que ça repart dans le réseau ou pas? Ou ça, c'est que dans nos pays développés qu'on a ça? C'est un pays développé, voilà. Nos systèmes un petit peu... exactement, hybride, c'est hybride, c'est voilà. Ça. Ok. Et donc là, la question que je me pose, c'est à quel moment vous êtes passé de l'autre côté? Du côté d'achat-revente, entre guillemets. Oui. Peut-être que vous aidiez à la conception sur certains... On aidait à la conception, bien sûr. J'imagine, vous avez commencé aussi à travailler là-dessus, ce serait bien que tu fasses ces produits-là, un peu comme un bureau d'études, un petit peu, bien sûr. Oui. Ouais. Parce qu'on écoutait beaucoup le marché, on l'écoute toujours d'ailleurs. Mais c'est ça.
Avant d'entrer dans la seconde phase, tiens, c'est quoi les produits que vous avez fait, tu vois, d'un peu différents Déjà, les lampadaires que les usines proposaient, que nous on faisait, étaient complètement différents. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup ce mindset en Chine de vendre cheap. Oui. Donc on va mettre le moins de panneaux possible, le moins de batteries possible pour avoir un prix moins cher. Ok. Et moi j'étais non. Faut répondre à la demande du client. Par exemple, un lampadaire, c'est combien d'heures par nuit il veut la lumière et combien de jours de pluie où il fait pas beau, ça doit tenir. Et donc, moi, j'étais là à surdimensionner un peu les choses, quitte à ce que le client paie un peu plus cher, mais qu'il ne revienne pas me voir en me disant « c'est pas bien Okay. ». Parce qu'on a vraiment une anecdote, justement, on était allé avec Monsieur Pirot, encore une fois, sur un projet au Sénégal. C'est Pirot, il fallait qu'on ait Pirot aussi. Oui. En plus, c'est un phénomène. Mais on avait fait un projet au Sénégal où, justement, pour des raisons politiques, ça ne s'est pas fait, et je crois que c'était un des fils des ministres qui avait installé. Et il avait acheté un truc bas de gamme et qui a fonctionné que 6 mois et qui a arrêté de fonctionner. D'accord. Et parce que, avant en tout cas, c'était très culturel de vendre du pas cher. C'est un peu où il y a les différences de culture, où le Chinois en Chine va dire oui à tout, aux produits un peu même pas bons, juste pour vendre. Alors que moi, je préférais conseiller, faire différemment et dire non, ce produit doit être un peu mieux dimensionné pour que ça dure mieux. Parce que je veux que vous reveniez chez moi. D'accord. Donc, je veux pas qu'il se passe quelque chose de négatif entre nous. Et c'est pour ça qu'on surdimensionnait un peu les choses pour que ça fonctionne bien. Okay. Donc, c'est là où... Et en fait, c'est là où tout a commencé à changer. C'est que on mettait des commandes dans des usines et ils avaient du mal à suivre. Il y avait toujours des trucs qu'on devait revoir, refaire. Et à un moment, on a dit, basta. Là, c'est à nous de nous prendre en main et de faire notre propre usine. Et à quel moment c'est arrivé ? T'avais un truc particulier, genre vous aviez X milliers exactement. de... Exactement, donc on passait plus notre temps à nous disputer avec les producteurs plutôt qu'à développer des opportunités. D'accord. Et moi j'ai toujours eu cette conception où je dois passer que 30 minutes sur des problèmes et le reste de ma journée sur les opportunités. Donc c'est là où on a eu un peu ce truc qui nous empêchait, on va dire, de monter, de nous épanouir. Et donc là, vous vous êtes dit, on va faire notre propre usine. On va faire notre propre usine. Bah, raconte-moi. C'est quand même incroyable. Tu fais de l'achat-revente, d'équipements quand même, qui sont techniquement... c'est pas de la commodities, quoi, à l'époque. À l'époque, non. Donc, comment on fait pour passer de cette étape-là ? Vas-y, dis-nous les différences. Un vrai challenge, parce que j'ai jamais eu d'usine. Bah oui. Après, j'ai quand même accumulé de l'expérience en allant dans les usines. D'accord. Et en montant, en inspectant la production et en voyant les points clés. Et là où j'ai dit, si on fait notre usine, l'inspection doit être la chose primaire. Okay. C'est les points d'inspection. De qualité. Voilà, de qualité, exactement. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a observé, puis on a commencé à prendre un Excel et un Photoshop, a commencé à dessiner un peu l'usine, quelle machine on mettrait, parce qu'on connaissait bien sûr les machines et tout. Après, on a fait appel aussi à une personne qui travaillait justement en production, qui lui aussi nous a rajouté des choses, sauf que nous, on voulait mettre absolument le 5S, donc il fallait que tout soit nickel, bien organisé. Alors, 5S, c'est quoi ? Rappelle-moi. C'est tout ce qui est... C'est des systèmes un peu à la Toyota, c'est ça ? Exactement, système à la Toyota, donc bien nettoyé, bien fait, bien rangé, avec l'inspection, etc. Et on voulait que ça soit vraiment dans cette idéologie-là. Et donc c'était ça où vraiment on avait le problème avec les locaux, c'est que nous on imposait vraiment un certain... Et donc c'est là où ça a mis du temps, où eux ils voulaient vite envoyer sans trop d'inspection. Et moi j'avais mis 4 points d'inspection. D'accord. Donc avant production, première étape de production, seconde étape et dernière production. Et en plus, inspection même de l'emballage fini et tout. Okay. Donc, c'est là où vraiment je mettais à dos tout le monde. Parce que, forcément, les défauts ne passaient pas. Et ça s'est fait comme ça. Donc, on a eu la première chaîne de production, comme tu disais, en 2015, où il y avait encore besoin de beaucoup d'employés. D'accord. Donc, on avait à peu près une centaine. Ah oui, ok. Et là, comment tu fabriques un panneau solaire ? Il fallait... Parle-moi des étapes, tu vois. Le plus important, c'est le choix des matières premières. Okay. Donc, c'est même aujourd'hui.
c'est là où des fois tu comprends pas la différence des prix. Tu dis, mais attends, je connais le prix des matières premières, pourquoi c'est moins cher? Il y a un truc. Et d'abord, les matières premières, c'est là qu'on a dû travailler longtemps. C'est quoi les matières premières? Donc, c'est les cellules, okay, qui va produire l'énergie, le backsheet, donc ce qui est à l'arrière du panneau solaire, à l'époque, qui était du TPT blanc. Ensuite, le VA. Le VA, c'est la colle que tu fais fondre à la lamination. Le verre à l'avant, qui a un verre aussi anti-reflet, donc pour absorber bien. Mieux le soleil. Exactement. Le cadre en alu et la boîte de jonction à l'arrière pour tirer les câbles, pour connecter à ton inverteur et tout ça. Et parle-nous de la réaction. Comment ça se passait? On capte la chaleur du soleil qu'on transforme en électricité. Parle-nous un peu. Le rayonnement, pas la chaleur. Le rayonnement. Ok, tu vois, j'y comprends pas. Vas-y. Voilà. Donc c'est le rayonnement. Le rayonnement du soleil pour transformer ça en énergie. Ok. Et ça, c'est avec les cellules et ainsi de suite. Exactement. Et en fait, plus tu choisis des matières premières peut-être nobles, plus ton efficacité derrière est importante. Exactement. Alors, l'efficacité, la durabilité. Okay. Moi, je dis toujours, c'est un investissement de long terme. Alors, nous, notre but, c'est que ça dure le long terme. Okay. C'est que ça dure longtemps. Donc voilà. Donc, c'est là où, voilà, y en a qui pouvaient mettre du grade B, grade C, que tu vois pas à l'œil nu, mais où au bout de 5 ans, tu vois que ton panneau ne marche plus de la même façon. Ok. Donc, c'est sur ça qu'on s'est battu pour avoir la bonne qualité. Donc ça, centaines de personnes, première ligne de production, exactement. 2015. C'est quoi à peu près les débits d'un truc comme ça? C'est quoi? On parle de... C'est quoi les métriques, soit ou les... C'était en mégawatts, on disait. C'était à peu près 100, 200 mégawatts à l'année. À l'année. À l'année. Ok. Donc 100, 200 mégawatts à l'année de production. Exactement. Et un panneau solaire, c'est combien de... Alors, à l'époque... Kilowattheure, c'est ça? Non, en watts. À l'époque, en watts, c'était 280 watts. D'accord. Le plus grand panneau. Sauf que tu n'as pas tout le temps des demandes du plus grand panneau. Okay. Donc, c'était ça. Ok. Donc, c'était ça en 2015. Et beaucoup de choses à la main. Ok. Parce que c'était pas assez automatisé, ou l'automatisation coûtait beaucoup plus cher que... le retour sur investissement n'était pas là. Exactement. Vu en plus le coût de la main-d'œuvre et tout, peut-être qu'il y avait à l'époque. Exactement. Et combien coûtait un panneau, tu vois, dans l'ordre de grandeur, tu vois, ça coûtait combien un panneau solaire à l'époque? À l'époque. Versus aujourd'hui, tu vois, juste dans les. Tu sais, c'est prix catalogue qu'on cherche, bien sûr. Pas de... Alors, en 2015, on était à peu près à 50 centimes le watt. D'accord. Ah, c'est vraiment en watts, c'est vraiment la puissance tout le temps qu'on regarde. Au watt, aujourd'hui, on est à. Allez, 12 centimes le watt. Ah oui, ok. Donc presque 5 fois moins, quoi. Ouais. Enfin, c'est un peu moins. Et en 2008, on était à 1,20$ le watt. Ah oui. Et là, aujourd'hui, on a 12 centimes. Ouais. Ok. Et si tu te projettes à demain, on sera encore plus bas ou pas, à ton avis? Non, je pense pas. Là, on arrive au bottom. Parce que le coût des matières premières va augmenter et tout. Oui, tu vois, entre ce qui se passe dans le monde, le pétrole, ça joue aussi, mine de rien, parce que on a besoin de pétrole pour produire le plastique, la glu, l'aluminium, le prix de l'aluminium qui augmente, le prix de l'argent. Ouais. Parce qu'il y a de l'argent aussi sur les cellules. Donc, voilà. Ok. Et le prix du transport. Bien sûr, le prix du transport. Donc, voilà, ok. Et donc ça, c'est 2015, première usine. Ouais. Et là, vous continuez quand même. Ouais. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit, ça y est, ça marche, c'est vraiment ce qu'on veut, c'est ça? Et derrière, quelles innovations vous avez faites? Ce qui est important déjà, c'est qu'en 2015, la première usine, c'est une usine qu'on loue. D'accord. Donc c'est une petite usine, période d'essai, on essaie de voir ce qu'il veut. Elle faisait quoi? 5000 m², même pas. Ok. Donc petite usine pour la Chine. Et donc voilà, on fait une technologie de base, production de base, mais ce qu'on se focalisait, c'est la qualité. Et les gens le reconnaissaient. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus grosses usines, mais ils travaillaient avec nous parce qu'ils voyaient que la qualité était mieux contrôlée. Et c'est ce qui les rassurait. Et donc, on apprenait, nous, beaucoup de cette usine. Là où on avait fait des mauvais choix, là peut-être où on aurait dû mettre des meilleures machines, ou plus de machines, ou moins de machines, etc. Donc, on a eu une deuxième génération d'usines 2 ans ou 3 ans après. Donc, on a réinvesti tout de suite, en gardant cette ligne pour faire peut-être des panneaux... petite qui ne pouvait pas être fait automatiquement, mais la deuxième usine, elle était un peu plus automatisée. Donc déjà, on était passé de 100 personnes à 80 personnes. Voilà. Mais pour un débit plus grand, on passait à 500 mégawatts. Et combien de mètres carrés là? Là, on était sur du 8000 m². D'accord. Donc une fois et demi plus grand, et un peu moins de personnes, et un débit beaucoup plus important. Exactement. Et donc ça, c'est à vous? Non, pareil, on a loué. Et en 2021,
Après Covid. Voilà, après Covid. Même pendant le Covid un peu, on travaille sur un projet. Donc si tu veux, pour avoir un terrain en Chine, il faut que tu présentes un projet. D'accord. Je ne sais pas si c'est le cas en France, mais en Chine, pour avoir un gros terrain comme ça qui appartient à l'État, il faut présenter un projet. Oui, en France, à peu près pareil. Voilà, donc on a présenté le projet, on a dit ce qu'on voulait faire. C'est vrai qu'en 2021-2022, c'était encore trendy, le solaire. Et avec le travail, la volonté pour le parc industriel d'avoir une entité un peu française, francophone, ils nous ont donné carte blanche pour construire une usine. Donc on a acheté le terrain. Un terrain vague où on a construit une usine. À Nantong. À Nantong, ouais. Qui est à 100 km de Shanghai. Okay. Donc à Nantong, on a construit une usine de 25 000 m². Et à partir d'un terrain vague, alors, juste pour information, ça a pris 6 mois de construction. C'est tout? Oui. Ah oui, c'est pas grand-chose. Voilà. Hein. Et au 7e mois, ça a commencé à fonctionner. Ah oui. Ouais. Ah oui. Oui. Ah oui. Et les machines, elles venaient d'où? Alors les machines, par contre, on a tout renouvelé. Là, on a eu des machines beaucoup plus performantes. C'est quoi comme type de machine que tu prends? Alors, c'est des machines... C'est des machines outils chinoises ou... Exactement. Ok. Exactement. Okay. C'est là où la Chine a été forte. C'est qu'à l'époque où moi, ma première usine, il y avait des machines allemandes et c'est ça. Ouais. Et c'est là où la Chine a dit non, on va aussi produire les machines. Donc, ils ont produit des machines meilleures que les machines allemandes. D'accord. Et donc tu as l'outil de fabrication en Chine, chinoise, et tu as les matériaux en Chine. Ouais, donc... T'es obligé un peu. Et donc, voilà. Donc là, on a fait une ligne automatique et là, on était à 40 à 50 ouvriers. Pour un débit de 3 gigawatts. Ah oui. Ok. Donc ça, c'est là, votre première, vraiment, grosse usine, entre guillemets, à vous, exactement, de EcoGreen Solutions. Exactement. Exactement. Et question, tu as dit tout à l'heure, une entité française. Oui. Parce que vous avez, EcoGreen, c'est aussi français? Oui, alors on a un bureau à Champs-sur-Marne, à Paris, en région parisienne, je dirais. Et donc voilà, c'est parce que l'idée, c'était d'avoir une entreprise franco-chinoise. Donc pas seulement par le propriétaire qui est français, mais aussi via... Donc dès le début, c'était de faire une entreprise franco-chinoise. Et là, qu'est-ce qui fait que cette usine-là, alors tu l'as dit, hein, et moi, ce que j'ai entendu, c'est en termes de valeur ou en termes de, tu vois, d'impulsion que tu as mis, et j'imagine Alex doit être sur la même longueur d'onde, c'est réactivité, service client, qualité. C'est ça un peu exactement. les choses. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qu'on sait? Tiens, ça, c'est un produit EcoGreen, tu vois. Alors, déjà, d'avoir cette personnalité, c'était important. D'ailleurs, on a mis à l'époque, enfin, il travaille toujours avec nous, Thomas, qui est directeur recherche et développement, qui s'est occupé vraiment de mettre un standard européen sur place. Donc, européen de production, de suivi, tout un process qui a vraiment... et qui tient toujours la route. Donc, Thomas est revenu sur Paris parce qu'on a voulu qu'il écoute mieux le marché. On a voulu aussi qu'il s'absorbe du marché et pas seulement qu'il reste dans la face. Et aujourd'hui, il développe des produits à partir du bureau de Paris. Il nous les envoie en Chine, et nous, en Chine, on a une autre équipe qui va faire le suivi. Donc, c'est là où on a voulu garder cette force internationale. Donc, voilà, après, développement des brevets, standards de qualité, puissance. Et là, on commence à consacrer une partie de la production, une grosse partie de la production, dans le stockage. D'accord. Donc, dans les grosses batteries industrielles. Voilà. C'est encore un nouveau métier. Exactement. Mais si tu veux... c'est dans la normalité, c'est dans le suivi de ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de production solaire. C'est devenu d'ailleurs le moyen le moins cher de produire de l'électricité et plus propre. Sauf qu'il commence à en avoir tellement que le rachat d'électricité est de moins en moins intéressant. Donc les gens maintenant préfèrent stocker l'énergie et l'utiliser pour eux à leur convenance. D'accord. Ok. Et tiens, c'est batteries industrielles dont tu parles. Donc si je compare ça je peux pas comparer ça à, tu vois, à un truc Tesla, un truc de stockage Tesla. Non, là on parle de entre 100 et 200 kWh à 5 MWh. Ah oui, ok. Donc voilà. Alors pourquoi par exemple c'est intéressant, tu me parlais de Tesla, mais par exemple si tu as des bandes de recharge rapides qui tirent d'un coup beaucoup d'énergie sur le réseau,
c'est ce qui fait un peu éclater le réseau, c'est le problème qu'on a eu aussi en Espagne, bah, tu mets une batterie qui fait un relais tampon bien sûr. pour la charge et pour le réseau. Donc comme ça, tu n'as pas des surcharges sur le réseau. Ok. Et donc voilà, c'est ce qu'on commence à faire. D'ailleurs, on a des projets qui arrivent en France avec le stockage. On communiquera dessus. Donc... on va arriver sur la France. Attends, mais juste pour bien finir, pour bien comprendre, tu vois, parce que autant sur la partie panneau solaire, hyper clair. Ça marche comment une batterie? Alors là, parce que là, c'est du lithium. Exactement, c'est du lithium. Alors pourquoi le lithium? Technologie la plus maintenant mature, la plus comprise, la plus testée. Et aujourd'hui, on arrive à des coûts très, très attrayants comparé à il y a 5 ans et plus stable. Et donc la batterie, en fait, ce qui est important, c'est plus la gestion de la batterie. D'accord. Donc on a mis en place un bon EMS, Energy Management System, qui permet de bien gérer la batterie pour que la personne qui investit dans cela ait un retour sur investissement rapide. D'accord. En France, par exemple, ce genre de batterie, on met à peu près 4 ans et demi pour un bon retour sur investissement. Dans les pays d'Amérique latine, c'est 2 ans. Ah oui, ok. Parce qu'il y a trop de coupures sur le réseau ou parce que... Il y a des coupures, il y a beaucoup d'ensoleillement, etc. Donc on arrive à mieux gérer son énergie via l'intelligence et l'EMS, à mieux gérer donc la charge et la décharge, quand est-ce qu'on a besoin, on n'a pas besoin, etc. Et en fait, ce qui compte dans la batterie de stockage, c'est pas tellement le hardware, parce qu'on va utiliser donc des cellules de lithium de bonne qualité et tout, c'est plus le software, de la gestion. C'est vraiment la gestion qui fait que ça va durer longtemps et où notre ROI sera vraiment plus rapide. Et donc vous avez développé le software, j'imagine. Voilà, exactement. Et ça, vous le développez de toute façon en Chine ou ici, c'est pareil. Exactement, on l'a développé. Et donc là, aujourd'hui, EcoGreen Energy, c'est combien, tu vois, de personnes? C'est combien de chiffre d'affaires? Alors, tu peux partager un peu de 3 ans? Bien sûr. Donc, aujourd'hui, on a à peu près une centaine de personnes. D'accord. Et chiffre d'affaires à peu près 30 millions de dollars. Ça fait plaisir quand même. Ouais, mais on peut aller là encore beaucoup plus loin, non? Oui. Alors, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. C'est que pourquoi on n'a pas atteint, parce qu'on devait atteindre les 60 millions, c'est que le prix s'est cassé la gueule des panneaux solaires. Si tu veux, en 2023, on était à 23 centimes le watt. Et là, on est à 12, donc tu disais. Non, mais le problème, c'est que c'est passé, début 2024, on est passé à 12. Ah oui. Donc, d'un coup, ça a été... Donc, on exporte plus, on fait plus de volume, mais le chiffre est identique. Donc, on double l'export. Oui. Mais le chiffre d'affaires est identique. C'est ce qu'on parle dans la presse en France. On parlait du fait qu'on qu'il y a eu tout un écoulement de tous les panneaux solaires chinois en Europe. C'est ça, un peu, qui a fait ça, les droits de douane américains, ça reste, et ainsi de suite. Tu sais, ça reste dans la culture chinoise. C'est quand il y a un truc qui fonctionne, on fait des gigafactories et on multiplie par 10 la production sans prendre en compte la conséquence de ça. Et donc, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, en 2022, donc après le Covid, ça a boomé, le solaire partout, vraiment en Europe, surtout. Ah oui, en Europe surtout. Surtout en Europe. Et il y a eu des envois de stock, des envois. Des démultiplications de production. Donc, même les grosses boîtes qui ont eu des usines énormes. Et ils ont envoyé du stock et du jour au lendemain, le prix s'est cassé. Donc, parce qu'il y a eu énormément moins de demandes et plus d'offres. Donc, forcément... Et alors, très bien. Maintenant, tu nous as donné un petit peu d'indices sur des projets en France. Oui. Bah, vas-y. Alors, déjà, on travaille avec beaucoup de partenaires en France et des grands groupes. Et ça se passe très bien parce que, pareil, ils apprécient la proximité de notre bureau en France pour pouvoir justement parler à des gens, ce qui est beaucoup notre avantage. Donc voilà. Tu peux nous partager un projet en France que tu as avec un grand groupe, si c'est possible? Bien sûr. Alors, ou avec une ETI, ou tu vois... On travaille par exemple avec le groupe NCO, pour des installations, des projets. Ils font des projets agricoles, des projets industriels. D'accord. Et ils vont mettre une batterie bientôt, justement, sur des projets. On travaille avec Heliotech, qui est un groupe aussi en Belgique, qui là va faire l'aéroport de Liège, avec nos panneaux solaires, avec un coating, donc un survêtement anti-glaire, donc anti-reflet pour aéroport spécial.
Et c'est très important parce qu'il y a eu des accidents en Hollande, je crois, où l'avion n'a pas pu se poser parce qu'il y avait le reflet du soleil sur les panneaux et donc il n'arrivait pas à voir la piste. Donc on est sur des projets quand même. On est sur des projets quand même vachement importants. Super intéressant. Donc voilà. Donc, très bel aéroport, Liège. Moi j'étais en contact avec lui à un moment. Bon, très bel aéroport, l'aéroport de Liège. Voilà. Ouais. Donc c'est l'entreprise Heliotech qui va faire ça. Donc, ça appartient à ADP, une partie appartient à ADP. Tout à fait. Donc ça peut t'ouvrir d'autres portes sûrement. Enfin, on espère. On est là pour ça en tout cas. Donc voilà. Et donc ce projet en France alors, vous allez faire quoi? Alors bon, déjà on a le bureau en France et le but aujourd'hui, c'est vrai que je suis en contact un peu avec la BPI, avec certains acteurs de l'industrie et des régions, donc on est beaucoup en contact avec des régions qui sont très intéressées. Ça serait de réindustrialiser la France. Voilà. Enfin. Le mot magique, voilà, réindustrialiser la France. Et c'est sur ça qu'on est en train de travailler, parce que ce savoir que maintenant, que j'ai cumulé depuis des années, j'aimerais le ramener en France. C'est vrai qu'en France, il y a très peu d'usines dans les énergies renouvelables. Je crois qu'il y en a une ou deux seulement. Et le but étant, c'est de ramener l'industrialisation parce qu'on parle d'énergie, donc c'est pas un luxe. C'est vrai qu'on a prouvé qu'on était trop dépendant de l'Asie pendant le Covid, justement, et on l'est encore maintenant avec les panneaux solaires. Si tu veux, par exemple, à titre d'exemple, en Europe, on a besoin chaque année d'à peu près 30 à 40 gigawatts d'installation de panneaux solaires. Aujourd'hui, l'Europe ne produit que 4 gigawatts. Normal. Donc voilà. Et le reste vient de l'importation. Donc, le but, c'est de répondre à cette demande qui est réelle. Mais tu arrives à être compétitif en termes de prix? Bien sûr. On va dire c'est mon avantage. C'est le mariage avec la Chine. C'est là où je sais comment bien automatiser, comment être compétitif, comment ramener le côté européen et le côté chinois. D'ailleurs, j'ai même des grands groupes chinois qui veulent s'associer avec moi pour produire. Sauf que les régions n'aiment pas trop ça. Elles préfèrent que ça soit une entité purement française. Donc j'essaie de voir... comment tu peux imaginer faire ça, Exactement. Donc on a un projet qui s'appelle Exason, où vraiment on aimerait... Exason? Oui, parce que ça serait une entité purement française. Donc j'aimerais vraiment le détacher de tout ça. Super. Et j'ai même certains de mes clients qui sont intéressés par ce projet parce qu'ils diraient, j'aurai mon produit local Made in France. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu sais que tu as la nouvelle loi NZDA qui... Non, je ne connais pas. En fait, c'est des lois, si tu veux, qui t'obligent à utiliser des produits européens sur les appels d'offres. Ah oui. Et c'est une loi qui va voter que 40% des appels d'offres sur l'énergie renouvelable soient faites via des entreprises européennes. Donc, tu as un accès rapide à ça. De deux, nous, on a déjà une base de clientèle en Europe qui va continuer à nous acheter. Et de trois, ça tourne le marché américain. Ah oui. Alors, sache que les panneaux solaires sont taxés à 3000% s'ils viennent de Chine. 3000%? Oui. Et s'ils viennent de France? À 30%? Voilà, 30%, exactement. Non, mais c'est ça, c'est 30%. Ouais, c'est ça. Ah oui, effectivement. Donc tu vois, il y a plein de choses, et c'est vrai, après, j'espère que l'État pourra nous accompagner, ou la BPI, ou les choses comme ça, avec qui on travaille. Et aujourd'hui, tu as des investisseurs ou pas dans ton groupe Non. Donc ton groupe, c'est que... Bootstrap. C'est Bootstrap. Alex et toi. C'est sueur du front et sacrifice d'heures de travail. Super. Voilà. Et alors, pardon. Oui. Et est-ce que vous avez un lieu et tout, pas pour un site? Tu peux en dire un peu plus ou pour alors, on est en train de parler. On est en train de parler. T'es pas obligé de nous dire ça. Non, mais c'est une bonne question. Mais on est en train de parler à plusieurs acteurs et on va dire, j'attends les meilleures offres aussi. Ok. Bon, j'espère que tu vas dans le Berry. Moi, j'ai une partie de ma famille qui vient du Berry, tu vois. D'accord. Près de Châteauroux. J'espère qu'il y aura. J'espère qu'ils vont se positionner. On envoie un appel à tous les Castelroussins. Tout à fait. Toujours. Ok, donc non, super. Oui. Ok, top. Et alors, mais c'est quand même assez incroyable. Et pourquoi vraiment cette envie de réindustrialiser? Qu'est-ce qui fait? Parce que regarde, je prends les choses un peu de loin, tu vois. C'est t'es en Chine, t'as un process que tu maîtrises, ton réseau de ta supply que tu maîtrises, ton réseau de distribution que tu as, la qualité que tu as mis en place, tu vois. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, tiens,
je vais aller monter une usine dans un pays comme le nôtre, avec toutes les problématiques qu'il y a chez nous. Alors, coût du travail, droit du travail, et tout ça, tu vois, pourquoi, tu vois C'est des bonnes questions. Alors, c'est une bonne question. Alors, il y a plusieurs points. Donc, déjà, j'aimerais rendre à la France ce que la France m'a donné. Super. C'est vrai Bravo. que pour moi, c'est important. De deux, j'ai pas aimé que la France soit aussi dépendante pendant le Covid. C'est quelque chose qui ne me plaît pas parce que je me dis qu'on a les moyens, on a la possibilité, plutôt que d'investir dans des choses qui sont pas importantes, on devrait investir vraiment dans la réindustrialisation, dans l'emploi de qualité. Parce que là, pour moi, lorsque je ferai l'usine, ce serait d'avoir des gens qui seraient vraiment dans le contrôle, pas dans la manutention. Donc vraiment d'aller dans la création, dans le qualitatif, dans recherche et développement. De trois, je dirais, ce qui est important, et c'est là où tu as vraiment dit pas mal de réponses dans tes questions, ça serait que aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que si ce projet réussit, je pourrais faire venir tous les acteurs de la chaîne de production. Et c'est là où, on va dire, la France est gagnée en investissant sur ce genre de projet. C'est que j'arriverai, et d'ailleurs, des acteurs de la production de cellules, de VA, de TPD, donc toutes les matières qu'il y a besoin pour les panneaux solaires, m'ont déjà dit, en me disant, si toi tu réussis, on va venir et tu nous montreras comment faire. Donc c'est mon but aussi, c'est de faire venir tout l'écosystème. Ça serait mon rêve. Et comme ça, la France aura vraiment sa production locale de A à Z. D'ailleurs, on a pu le voir, bon, il y a une entité qui essaie de faire ça, bon, qui a pas réussi pour le moment, qui est dans le sud. Et après avoir reçu des investissements de la France, de la BP et tout, toujours pas ouvert d'usine. Et maintenant, il s'est dit, je vais m'allier avec un Chinois pour que ça aille plus vite. Ouais, mais bon, c'est une logique qu'il fallait penser dès le début. Moi, je l'ai, cette logique. Bien parce sûr. que... toi, c'est naturel. C'est naturel, exactement. C'est by design, quoi. Exactement. Donc, bon, après, eux, ils ont réussi à lever des fonds, donc ils ont les bonnes personnes pour faire les bons pitchs. Moi, je suis moins un pitcher, mais plus dans la réalité. C'est peut-être mon problème aussi. Et voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on essaie de voir comment avancer. Il y a vraiment une réflexion, je pense, là-dessus, effectivement. Moi, je pense que déjà, tu prêches un convaincu sur le fait qu'effectivement, on a de la supply à ramener ici, quoi qu'il arrive. On a, sur ce côté industrialisation, moi, c'est des choses que je regarde en ce moment, tu vois, en se disant, tiens, comment on fait pour se réarmer, enfin réarmer au sens réindustrialiser. Mais bien sûr, mais c'est important, on parle d'énergie quand même. C'est super, non mais ça c'est clair. C'est pas du luxe, c'est vraiment de l'essentiel. Et t'imagines en plus avec l'intelligence artificielle, les serveurs, on aura besoin de plus en plus d'énergie. C'est sûr. Et l'autre sujet qui est intéressant, c'est quelque chose qui commence à arriver, c'est... Tu sais, tu as des vagues comme ça, tu avais une vague, donc années 80, 90, 2000, qui était de se dire... On va produire en Chine, on emmène notre supply là-bas. Derrière, effectivement, localement, tu transfères de la technologie elle est reprise, elle est maintenant non seulement comprise, mais on innove par-dessus. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que Alors, moi, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait faire, et c'est un discours qui commence à être entendable, c'est de se dire, oui, mais ces usines, ces dark usines, tu vois, qui existent. Alors, je sais pas si ta prochaine usine, en tout cas là-bas, c'est une dark usine. J'aimerais beaucoup. Le fait de faire venir tout ça chez nous, avec du transfert de techno, parce que pourquoi pas, je veux dire, nous, on peut aussi, nous, avoir du transfert de techno. Bien sûr. Comprendre, c'est quoi une usine complètement robotisée. Bien sûr. Tu vois, et tout ça, et je pense que ça fait partie de ce mouvement. Tu fais partie de ce mouvement-là, en tout cas, de ce que j'entends. Mais tout à fait. Tout à fait. Ça serait de faire revenir cette technologie de production, cette industrialisation. Tu sais, ce qui est marrant, cette idée d'usine, je ne l'ai pas eu. C'est un de mes collègues du COMEX de la French Tech qui m'en a parlé. Il me dit, mais Dali, moi je connais personne qui a monté une usine. Et je dis, mais c'est vrai en fait. Moi aussi je connais personne qui a monté une usine. Toi t'en connais, Richard, déjà? Non. Et il m'a dit, mais t'imagines la valeur ajoutée que ça serait pour la France de faire venir quelqu'un qui sait monter une usine de A à Z. Non, et en partant de rien surtout. Donc se débrouiller avec peu. Et faire quelque chose d'énorme. Et c'est vrai que c'est là que ça m'est venu. T'imagines, enfin, encore une fois, on m'a soufflé ça. Bien sûr, mais de toute façon, il faut y aller. Et c'est là que j'ai dit, mais ouais, t'as raison.
Sébastien, ouais, t'as raison et tout. Et il me dit, ouais, t'as un truc à faire là. Et donc, c'est pour ça que j'en suis venu à me dire, bah oui, carrément. Puis quand j'en parle à donc mes partenaires en matière de... Ils me disent, mais ouais, nous aussi, on est intéressés. Bah, si tu veux, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, et peut-être les gens ont du mal à comprendre en France, c'est que les Chinois veulent investir en Europe. D'accord. Parce qu'eux aussi, ils ont compris qu'ils ont besoin d'une omniprésence locale. Bien sûr. Parce qu'ils savent que pour travailler avec l'économie, les projets et tout, il faut qu'ils soient aussi implantés localement. Ouais, de toute façon, c'est un cercle vertueux. Exactement. Malheureusement, comme tu disais, parfois c'est dur en France et beaucoup ont échoué ou ont abandonné. Et j'aimerais leur prouver que c'est possible. Okay. Alors peut-être où je pense à coincer, c'est qu'eux ont voulu venir avec cette culture et cette façon de faire à la chinoise en France. C'est souvent comme ça d'ailleurs. Qui ne fonctionne pas d'ailleurs. C'est souvent comme ça. Alors que voilà, moi j'ai cette dualité où je comprends la culture chinoise et l'envie de la rapidité, mais je comprends aussi qu'en France il y a beaucoup d'administration, peut-être il y a moins de rapidité. Tu vas voir. Pour pas dire la lenteur, mais voilà. Mais aussi je peux être ce pont qui peut aussi dire aux gens en France, bah, les gars, il faut être rapide. C'est comme ça qu'on aura plus d'investissement en France. Ah, c'est sûr. C'est là où j'aurais peut-être quelque chose à jouer, à peut-être enseigner, et encore une fois, sans vouloir être donneur de leçons, mais c'est dire comment ça se passe ailleurs et pourquoi ça marche. C'est un peu ce que je dis tout le temps dans mes discours. Je dis, la Chine innove et avance et l'Europe régule. Et c'est notre problème. Enfin, tu vois le cas concret des véhicules électriques. Tu vois ce qu'on a aujourd'hui en véhicule électrique en Chine, à Shanghai, il n'y a que des véhicules électriques. Hein. Oui, 70%. j'ai vu, là. Ouais. 70%. C'est incroyable. Et en France, on est encore là à se demander, oui, mais est-ce que ça marche? Non, mais les gars, il y a un moment, il faut arrêter. Quoi. Je suis d'accord. Et ce côté un peu transmission, partage, c'est quelque chose que tu fais au sein de la French Tech Shanghai. Exactement. Donc, tu es président de la French Tech Shanghai. Vice-président. Vice-président, pardon. Oui. Ok. Et donc, ce côté-là, aujourd'hui, en quoi ça t'anime, cette partie-là? Et est-ce que ce projet, un peu aussi en France, te permet peut-être de faire éclore des gens de la French Tech? Parle-nous un peu de ce côté-là, ce côté un peu transmission, tu vois, mise en avant peut-être d'autres choses, alors, de personnes, tu vois? Tu sais, je me suis toujours rendu compte, quand je perds de l'argent, c'est dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un qui m'ait dit de ne pas faire ça. Que j'ai pas eu ce mentor ou ce conseil qui aurait pu m'éviter de perdre des années et beaucoup d'argent. Et je me suis toujours dit, je devrais justement partager ça de façon bénévole, justement, parce que la French Tech à Shanghai, on est des bénévoles. Et c'est vrai que ça m'a toujours attiré d'enseigner, d'aider. Et donc, on a parfois affaire à des startups qui veulent se lancer. Donc, avec notre équipe de Comex, que j'embrasse et que j'adore, on essaie d'aider au mieux, de les mettre en contact avec des investisseurs, de leur dire attention, quoi faire ou ne pas faire. Donc, et ils viennent vers nous, ils nous contactent. Ah, j'ai ce problème, qu'est-ce que tu me conseilles? Bon, voilà. Et donc c'est important parce que c'est une certaine trace de toi que tu laisses chez eux aussi. Et puis on sent aussi... alors, ce qui est bien, c'est comme Shanghai, c'est une ville qui bouge beaucoup. Tu as beaucoup de gens qui veulent se lancer. Dans l'entrepreneuriat. Donc, tu as les startups, tu as même des scale-up qu'on aide beaucoup. Donc, des gens qui font déjà beaucoup, mais qui aimeraient aller au next level. Donc voilà, on fait des événements. Bon, par exemple, on a un événement jeudi avec Alexandre Pro de chez Quanto. D'accord. À Shanghai À Shanghai. À Shanghai, tu vas faire... Bon, je suis pas là. Je suis triste, mais j'organise à distance. Et donc, tu vas rendre visite à l'équipe et tu vas faire un speech devant tous les gens qui sont membres de la French Tech de Shanghai. Et donc, l'idée, c'est aujourd'hui, la French Tech Shanghai, c'est tu es basé à Shanghai ou tu veux aller à Shanghai. Tu as des gens qui peuvent venir t'aider ou te conseiller. C'est ça? Exactement. Donc, moi, je suis à Shanghai depuis 2022. Donc après Nantong. Ouais. Donc, je suis arrivé pendant le Covid. Et tu sais que Shanghai, c'était très dur. Oui. Et voilà, donc je me suis installé à Shanghai. Et c'est vrai que j'ai fait des belles rencontres. C'est vrai que Shanghai, c'est très dynamique. On est une communauté française assez importante. Alors, je crois, l'année dernière, on était un peu plus de 3000, mais cette année, ça va être plus parce que les étudiants sont venus. Ça y est, les gens reviennent, parce qu'il me semblait qu'il y avait beaucoup plus de monde, moi, à l'époque. Exactement. En plus, tu sais, pendant un mois, tu n'as pas besoin de visa et tout. Donc, les gens
ils font ça maintenant. Ouais. Donc les gens viennent, des cours et s'installent à Shanghai. Si tu veux, là où le gouvernement chinois était fort, ils ont beaucoup investi dans les universités. Moi, c'est vrai qu'on a des coopérations avec les universités pour aider les jeunes aussi. Et je me suis rendu dans une université qui s'appelle l'UCEUS, et ils ont une robotique de malade. C'est vrai. Enfin, digne de films américains, si tu veux. Donc tu vois l'investissement pour attirer les talents. Et tu vas à Shenzhen aussi un peu ou pas pour voir tout ce qui est Oui, robotique? bien sûr. Mais je trouve déjà ce qu'il y a à Shanghai, c'est énorme. Alors, Shanghai, c'est bien parce que c'est vraiment, il y a vraiment toutes les nationalités. Oui, c'est international, Shanghai. Puis il y a beaucoup d'entités françaises. Donc, c'est assez international. Ça reste un peu plus ouvert, on va dire ça comme ça. Exactement. Oui. Exactement. Parce que tu avais les anciens quartiers, les différents quartiers. L'ancienne concession française et tout. Exactement. Et puis tu avais aussi les zones franches là, qu'il y avait au côté mer, c'est ça? Exactement. Ouais, il y avait tout ça, ouais. Ok. Et tu vois, est-ce que, tu vois, avec toute ton expérience, avec tout ce que tu as vécu là, ton prochain chapitre, tu vois, c'est quoi un peu ce que tu vois derrière, tu vois? Eco Green Energy, tu vois, dans 10 ans, c'est quoi? Tu vois, est-ce que vous avez formalisé ça avec Alex, tu vois? Est-ce que vous vous êtes dit, ok, c'est là où on veut aller? Et tu veux nous partager? Bien sûr. Alors, on commence déjà ça, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus vers des solutions. D'accord. C'est-à-dire aujourd'hui, le but, c'est pas de vendre un produit, c'est de vendre une solution avec un service et une technologie IoT qui va avec. Okay. Donc, par exemple, on a eu plusieurs cas l'année dernière où c'est des usines qui sont venues nous voir, même des usines qui font dans les champs de mines pour les pierres précieuses, qui nous demandent des solutions pour subvenir à leurs besoins dans des sites isolés. Okay. On a eu aussi le cas donc comme je te disais, des frigos en Afrique, où c'est des sites isolés où ils veulent une solution complète pour être indépendants. En fait, l'avenir, c'est le mini-grid. C'est d'avoir sa centrale solaire à soi, pour être indépendant, pour être performant dans son activité. Et c'est ce qui se passe. Donc, il y a même une usine en Équateur qui fait du plastique qui nous a demandé toute une solution solaire pour qu'ils puissent être indépendants, économiques et tout ça, parce qu'en Équateur, il y a eu beaucoup de coupures d'électricité aussi. Il y en a beaucoup. Et donc voilà, donc si tu veux, c'est ça l'avenir, c'est les solutions. C'est fournir des solutions et puis plus simplement de fournir un produit. Et c'est ce qui se passe, on le voit. Donc aujourd'hui, on va être dans la solution, donc avec un accompagnement IoT, avec un service de suivi, avec un système de management de consommation. Donc on peut aussi les conseiller en disant attention, cette machine consomme beaucoup, est-ce qu'elle est bien entretenue, est-ce qu'il ne faudrait pas faire quelque chose, etc., etc. Donc c'est vraiment d'aller vers ce service complet. Et c'est ce qui est important. Et j'aimerais ramener aussi ce côté dans l'industriel, dans le projet en France, où j'aimerais commencer aussi par les panneaux, puis le stockage. J'aimerais aussi faire du stockage. Du stockage en France? Oui. Ok. Voilà. Donc c'est Exasun. Voilà, Exasun. Écoute, je pense qu'on a fait un bon tour là. Non? Écoute, est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais oublié? Je pense que tu as fait un travail excellent. Voilà. Ok. Attendez, donc si je comprends bien quand même, on a Dali qui est devant moi, qui s'est fait déjà des nouilles instantanées à 3 yuan, ou à 3 kwai pendant 6 mois à Pékin, qui a tradé des panneaux solaires avec Pierrot, c'est ça, monsieur Pierrot? Exact. On lui passe le bonjour d'ailleurs. Toujours. Qui derrière s'est dit non mais la qualité, je passe plus de temps à aller ennuyer mon fournisseur sur les usines plutôt qu'à développer du business, donc je vais développer mon usine. Première usine, deuxième usine, troisième usine qui est vraiment la sienne, et une autre de ce que j'avais cru comprendre. Et maintenant de se dire comment on fait pour en fait redonner à un pays qui lui a permis de faire tout ça. Donc réindustrialisation aujourd'hui en France. Donc le projet Eco Green Energy aujourd'hui vient en France et développe ce côté réindustrialisation sous le nom Exasun, avec pourquoi pas une opportunité d'aller aux États-Unis, de ce que j'ai entendu. Bien sûr. Et enfin une volonté d'aller plutôt vers des solutions pour les industriels, pour les rendre autonomes. Exactement. C'est ça dont on parle. Exactement. Ça, c'est l'autonomie en énergie. Tu sais, ça fait partie un peu du côté ESG et bas carbone.
Bien sûr. Donc, c'est très important aussi. Donc, ça donne une bonne notoriété, une bonne image. Et n'oublions pas, mon but en réindustrialisant, en ayant ramené une industrie en France, c'est aussi de ramener tout l'écosystème. Carrément. Donc, il faut que je réussisse pour pouvoir amener des autres aussi. Et que je leur montre comment faire. Parce que c'est ce qu'ils attendent aussi. Carrément. Donc c'est si important. En tout cas, Dali, on te souhaite toute la réussite. Moi, j'ai pas de doute que tu vas réussir. La question que je me pose, c'est est-ce que ça va être 100 ou 1000, tu vois, c'est un peu ça la question. Mais ça, tu vas y répondre, tu vas nous montrer comment tu vas y répondre. En tout cas, je te remercie beaucoup, merci, Dali, Richard, pour ton temps. Merci d'avoir partagé ce moment-là, en tout cas, avec les bâtisseurs. Je sais que en plus, tu es à Paris, en France, en ce moment. Tu as pris le temps de venir nous voir. Vraiment, je te remercie du fond du cœur. Merci à toi. Ça fait plaisir. Et chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusque-là. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre un like. Et franchement, ça marche. Franchement, ça m'aide vraiment. Donc, mettez un like, que ce soit sur les plateformes d'écoute type Spotify, Apple Podcast ou même sur YouTube. Et je vous dis à la prochaine. Et je te dis à la prochaine, Dali. Et surtout, peut-être que la prochaine sera à Shanghai. Bah, j'espère. Je t'y invite fortement. Ah bah écoute, avec plaisir. Bah, écoute, avec plaisir. On ira bien manger ensemble en tout cas. Ça marche. Salut, Dali. À plus Ciao. tard, Richard. À bientôt. Bye bye.